Georges Devreux, Essai d'ethnopsychiatrie générale. Ce mot a été inventé par mon ami le docteur Louis Mars, psychiatre haïtien, ancien ministre des Affaires étrangères de Haïti, ancien ambassadeur de Haïti à Paris et à d'autres endroits, et un homme très remarquable qu'il a employé dès le début des années 40, mais sans se faire particulièrement des idées sur le contenu exact. Pour moi, dans ethnopsychiatrie, ethnopsychanalyse, ethnopsychologie, le problème est toujours qu'il s'agit de deux univers de discours, comme diraient les philosophes ou les logiciens, parfaitement séparés. On ne peut pas traiter la constitution comme le surmoi d'un pays parce qu'un pays n'a pas de psychisme. Et cette espèce d'application rudimentaire, insensée, incohérente, d'explications psychologiques et de termes psychologiques à des sujets qui n'ont pas une dimension psychologique est catastrophique, et inversement, la tentative du sociologisme dans lequel j'inclus toutes les doctrines qui subordonnent l'homme au groupe ou à l'État, il s'imagine que l'homme est une marionnette. Or, l'homme n'est pas une marionnette, et la meilleure preuve en est tous les dissidents dans les pays qui insistent le plus que l'homme est totalement manufacturé par son ambiance. Et il faut trouver un moyen de parler du psychologique en termes psychologiques, psychiatriques, psychanalytiques, et du sociologique en termes sociaux, et de voir la relation entre ces deux explications. Mais la chose capitale est que cette explication ne peut jamais être donnée simultanément en deux termes. Il s'agit de deux explications successives, dont chacune est indispensable, mais qui doivent être données dans n'importe quel ordre, psychologique d'abord, sociologique ensuite, ou inversement. Tenez par exemple, prenons le cas concret d'un jeune Hongrois en 1956 se battant contre les Russes, ou mettons abattant un membre de la police secrète. Du point de vue psychologique, nous pouvons dire que son motif opérant, le vrai ressort de son action, était sa haine d'autorité, son complexe d'Édipe, haine du père, etc. Mais le fait est que, jusque ce jour-là, il n'a jamais tapé sur aucun policier, ni sur son père, ni sur son maître d'école. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce cas? Il se présente une situation sociale qui interprète la situation de façon particulière et rend la manifestation de la pulsion permissible et légitime. Je ne tue pas mon père, je lutte pour la liberté de mon pays. Bon, ça c'est le psychologue qui parle. Maintenant, inverser la chose et laissons parler le sociologue. Le sociologue dit: l'histoire de la Hongrie, c'est une série de guerres pour la liberté. C'est un pays très épris de liberté qui valorise son indépendance. Et ils arrivent à se battre en mettant à l'œuvre, en déclenchant le fonctionnement de la haine de l'autorité qui existe en chacun de nous et qui remonte au complexe d'Édipe. Donc, ici, ce qui dans le premier cas était motif opérant devient motif instrumental, c'est-à-dire c'est les ressources de la haine édipienne qui sont employées dans la révolte.
et ce qui dans la première était motif instrumental, c'est une guerre de liberté dont tu peux donner libre cours à tes agressions, devient ici motif opérant, ressort principal de l'action, amour de liberté, désir de libérer le pays. Et la chose, dans le cas hongrois, est particulièrement frappante, parce qu'un cri de guerre hongrois très ancien est précisément une négation de l'agression édipienne contre le père. Frappe-le, coupe-le de ton sabre, il n'est pas ton père. Donc il s'agit essentiellement dans l'ethnopsychiatrie, ethnopsychanalyse, ethnopsychologie, de bien clarifier un phénomène quelconque sous deux optiques, en termes sociologiques, ethnologiques, en termes psychologiques, psychiatriques, psychanalytiques, et établir la relation, non pas entre ces deux aspects du phénomène, mais entre ces deux explications. Je ne crois pas qu'il y ait une seule maladie au monde dont on ne puisse pas trouver l'équivalent, un équivalent, quelque part. Mais ce qu'il y a, c'est que dans certaines sociétés, certaines formes de maladies sont particulièrement communes, ont toute une mythologie, un folklore qui les entoure, parfois un rituel. Par exemple, pour ne prendre qu'un exemple tout à fait frappant, aux Philippines, si un homme veut courir l'amok, il va d'abord et demande permission à ses parents. Amok, mot malais, peut être d'origine indienne. Autrefois considéré comme un accès imprévisible et soudain de folie furieuse, la conduite d'amok est aujourd'hui reconnue comme l'équivalent d'un suicide dicté par certaines circonstances socialement répertoriées. Humiliation conjugale, échec essuyé en public, etc. L'amok consiste à courir les chemins, une arme à la main, et à tuer toute personne qui viendra à passer, et ce, jusqu'à ce que l'individu homicide soit mis hors d'état de nuire. Cette conduite a été observée dans de nombreuses régions du monde, Mélanésie, Inde, Sibérie, Terre de Feu. Et il y a tout un art de s'habiller, de se préparer pour cet acte. Le rôle, le prestige de cette folie dans le monde malais est démontré de façon frappante par l'épopée nationale malaise de Hikayat Hang Tuah, où toutes les grandes scènes, tous les sommets de l'action, c'est toujours un affrontement du héros avec des coureurs d'amok. Il y a dans ce livre, je ne sais pas, une dizaine de tels affrontements, et la seule autre littérature qui en a un équivalent, c'est la littérature des Vikings, où le berserker joue un rôle pareil. Et c'est une façon honorable de mourir. C'est un problème vivant qui a amené des développements de technologie. On a fabriqué des lances à deux lames, l'une droite et l'une allant à un angle aigu de l'autre, parce que le coureur d'amok est presque comme le sanglier. S'il est blessé par une lance, il pousse contre la lance et laisse la lance le transpercer pour en venir en main avec celui qui tient la lance. Et c'est ça qui l'empêche. C'est l'équivalent de la barre transversale des lances pour la chasse des sangliers au Moyen-Âge. Il y avait dans les rues de Java, c'est le professeur Cabaton de l'École des langues orientales dont j'ai suivi les cours il y a
50 ans et plus. Et il y avait, selon lui, au coin des rues, des bâtons à fourche qui permettaient aux passants, si quelqu'un commençait à courir à la moque, de le prendre même s'il n'était pas armé pour se protéger. C'était comme un moyen d'appeler le téléphone. Donc, vous voyez, c'est une chose qui est profondément enracinée dans la culture malaise. Et il y a eu aussi à Camden, New Jersey, il y a une trentaine d'années, un ancien combattant qui tout d'un coup est devenu fou et a couru à travers les rues, abattant, je ne sais pas, une douzaine de personnes avec un pistolet qu'il avait. Et on a parlé du coureur d'amok de Camden, mais ce n'est pas une vraie course à l'amok, parce que ce qui manquait, c'était le cadre social, la signification symbolique de toute cette action. C'était une attaque meurtrière toute simple, et le type se fichait pas mal s'il survivait ou non. Alors donc, je dirais, ce deuxième exemple ne relève de l'ethnopsychiatrie que pour autant qu'il nous permet de démontrer la différence entre la folie homicide explosive, ritualisée, culturellement organisée, ou alors totalement spontanée et autonome, individualiste. Et on voit des transformations dans la statistique de l'incidence de diverses maladies mentales dans les peuples dits primitifs. Par exemple, il y a encore 30 ans, il y avait beaucoup de gens qui s'occupaient d'ethnopsychiatrie qui maintenaient qu'à un niveau suffisamment primitif, il n'y avait pas de vraie dépression. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais on l'a dit. Et on l'a dit, on l'a répété. Or, aujourd'hui, il n'y a pas question en Afrique, partout où autrefois on était supposé ne pas trouver des dépressions par manque de développement du surmoi, comme explication, on trouve bel et bien des dépressions tout à fait authentiques. Il y avait aussi que la dépression semble augmenter comme statistiquement dans notre propre milieu. Je devais réussir chez les Mohaves ou perdre ma bourse Rockefeller. Et mon sujet m'a été donné par le professeur à l'Université de Californie. Ce n'est pas un sujet facile, c'était la vie sexuelle. J'arrive à la réserve Mohave, je vais chez le médecin, je lui dis, est-ce que vous pouvez me trouver un interprète? Voici mon sujet. C'était une vieille dame, elle dit, oui, je crois. Le lendemain, je rencontre celle qui devait devenir mon interprète. Je lui donne le sujet et puis je lui explique que je suis coincé, que pour moi c'est une question de vie et de mort que ça réussisse. Cette femme ne m'a jamais vu de sa vie. Elle répond de façon tout à fait typiquement brave, puisque vous êtes coincé, on vous aidera. Et on m'a si bien aidé que le soir, quand on a fini de travailler ensemble, elle courait à droite et à gauche pour trouver des gens capables de me fournir des renseignements. Et que 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, il m'arrive que le téléphone sonne le matin et qu'elle m'appelle d'Arizona. Parlons précisément du sujet de la vie sexuelle, parce que vous avez dans le livre qui vient de paraître, qui n'est pas votre dernier, qui est votre premier, mais qui est votre dernier livre en librairie, vous avez tout un chapitre consacré précisément à l'observation de la vie sexuelle, et vous envisagez même l'observation participante.
Alors ça, c'est un sujet assez intéressant dans la mesure où peu d'ethnologues l'ont abordé, alors qu'ils l'ont pratiqué le plus souvent. Moi, j'en connais quelques-uns en Amérique latine. Tous, pratiquement, avaient une femme. Je ne sais pas par quel mystère cette femme disparaît dans les rapports qu'ils font ou dans les livres qu'ils écrivent. Alors vous osez en parler, c'est un sujet quand même assez intéressant et que vous abordez par plusieurs anecdotes. Enfin, est-ce que vous voulez rappeler un petit peu ce... Mais je vous rappelle aussi que je crois que précisément dans le domaine sexuel, l'observation participante n'est pas possible. Pareil, je cite un cas précis que je cite aussi dans mon livre. La position sexuelle des Trobriandais est telle que quand je l'ai raconté au Sedang et au Mohave, ils croyaient que je blaguais, que c'était pas possible de le faire dans cette position. En tout cas, ce serait très difficile pour quiconque n'en a pas l'habitude et que l'extrénologue soit homme ou femme, il serait fort inhibé dans sa performance et certainement la partenaire serait également inhibée. Roheim a très justement souligné l'importance psychologique et culturelle de la position coïtale censée être courante dans une tribu donnée. Ça dit beaucoup de choses. J'ai fait par exemple des recherches sur le problème dont les progressistes, entre guillemets, se gaussent la position missionnaire, c'est-à-dire face à face. Oui. J'étais énormément frappé par une remarque que m'a fait une jeune femme très malade, presque schizophrénique, à ce propos, parce que les schizophrènes ont parfois des prises de conscience très frappantes. Et elle me dit, je crois que l'identité de l'autre personne, en général, découle du fait que l'être humain fait l'amour face à face, qu'on se voit. À l'époque, je ne pouvais pas poursuivre la chose, mais ça m'est resté dans la tête. Depuis, j'ai fait des recherches. Il y a une seule espèce de chimpanzé, le chimpanzé nain, qui pratique le coït face à face, et il y a le paresseux à deux ongles d'Amérique du Sud qui le pratique face à face suspendu d'une branche. Presque tous les autres le font autrement. Encore qu'il arrive très rarement, il y a un cas rapporté chez les gorilles où la femelle avait pris l'initiative, mais elle était trop petite pour faire commodément la chose de par derrière, alors elle s'est mise sur le dos. Je crois donc que, loin d'être une histoire de missionnaire, c'est un comportement, ce que les zoologues caractérisent en anglais par un terme dont je ne connais pas l'équivalent en français, species caractéristique, c'est-à-dire un comportement hautement caractéristique de l'espèce. Comme parler, par exemple, les species caractéristiques, ou comme faire la roue est species caractéristique du pan. Et je crois que la chose à expliquer, ce n'est pas la position dite missionnaire. Ce qui reste à expliquer, ce sont les acrobaties des Trobriandais et d'autres tribus. Ou par exemple, pourquoi les Indiens de la rivière Thompson, selon un informateur, près du Canada, dans la côte du Nord-Ouest, font-ils ça latéralement? On ne peut pas jouer le violon avec une baguette de tambour, ni battre un tambour avec un archet. Et je crois que c'est cela qui rend
illusoire la notion qu'on peut faire de la recherche sur la sexualité en observateur participant. Je trouve que je dois une grande partie de ce qui me rend humain, de ce que j'ai de bon, à ce que j'ai appris des Mohaves. J'ai appris beaucoup sur le sens de la condition humaine chez eux. Et, par exemple, les Mohaves ont été étudiés à fond au début du siècle, donc 40 ans après qu'ils étaient à la réserve, donc il y avait encore des gens qui étaient nés avant qu'ils soient mis sur la réserve et qu'ils étaient indépendants. Par Kroeber, qui est un bon ethnologue, malgré les recherches de Kroeber, malgré les miennes, malgré tous les autres, nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce qui faisait marcher la tribu, le gouvernement. Parce que personne, au fond, n'avait d'autorité. Et ces gens qui, en temps de paix, étaient des anarchistes complets, qui s'entendaient d'ailleurs parfaitement entre eux, en temps de guerre, se transformaient d'une seconde à une autre dans une infanterie dont la discipline aurait fait l'envie de la garde napoléonienne. Et dans toute l'histoire des Mohaves telle que je la connais, sauf des meurtres de sorciers qui se sont proclamés sorciers et qui se sont proclamés afin d'être tués, je ne connais qu'un seul cas de homicide, qui est typiquement Mohave. 2 hommes qui avaient trop bu se sont battus jusqu'à la mort, ce qu'ils n'avaient pas l'intention de faire, c'était un homicide accidentel. Chacun réclamant la paternité de l'enfant du fils qui n'était marié ni à l'un ni à l'autre. Une étude statistique, psychologique projective qui était faite chez les Mohaves il y a 15-20 ans montre que jusqu'à ce jour-ci, l'agressivité au sein de la tribu elle-même est minime. Ce sont des gens qui s'entendent entre eux. Un enfant n'est jamais sans père, mère ou équivalent. Mettons que je sois marié à une fille. Marié, ça signifie vivre ensemble. Divorcer, c'est plus vivre ensemble. Bon. Je lui fais un enfant et elle me quitte avant que ce soit écoulé 5 mois lunaires de grossesse et qu'elle épouse ensuite du monsieur Dupont. Le fait qu'elle a passé plus que la moitié de la partie, pardon, j'ai dit 5 mois, j'aurais dit 4 mois, parce que c'est pendant les 6 premiers mois lunaires de grossesse que l'enfant peut être encore modifié. Le fait que de ces 6 mois, elle n'a vécu avec moi que 2 mois, et qu'elle a vécu avec quelqu'un d'autre 4 mois, l'enfant ressemblera au second, et sera même biologiquement et socialement son fils. Bon, l'enfant naît. Et puis, ils s'entendent pas. Elle fiche le camp, laissant les enfants avec lui. Il épouse une femme qui viendra avec 2-3 marmots de 2-3 pères différents chez lui, qui fera un maternage impeccable avec les gosses. Et ils grandiront faisant confiance aux adultes. Je suis extrêmement frappé qu'avec tout ce très grand développement de la psychiatrie mohave, je n'ai jamais entendu d'un cas de démence sénile. Parce que pour les enfants, les adultes sont des gens dignes de confiance. Chez les Sedang, qui ont une psychiatrie plus que rudimentaire,
la notion de démence sénile est commune. Parce que les enfants ont peur des adultes qui les traitent mal et qui les traitent cruellement. Bon. Les enfants grandissent. À 6-7 ans, c'est la fin de la virginité. Un jeune homme que j'ai connu depuis qu'il avait l'âge de 8 ans, et je lui ai parlé un jour quand il avait 20 ans, et je lui ai dit, quand est-ce que tu as fait la première fois l'amour? Oh, première classe élémentaire, dans le sous-sol de l'école, avec une fille de mon âge, j'avais 6 ans, 7 ans à l'époque. Et ce n'est pas une vantardise. Parce que pendant que j'étais, à cette époque même que j'étais là, on a mis à l'hôpital une fille de 11 ans, un garçon de 10 ans, qui est tous les deux avec blénorragie, et on cherchait partout les adultes qui pouvaient en être responsables. L'idée n'était venue à personne que c'est la fille de 11 ans qu'il a donnée au garçon de 10 ans. Et enfin, dernier cas, je doute que vous puissiez le passer à la radio. À un moment donné, les Blancs essayaient de protéger la vertu des enfants mohaves en les mettant dans un internat et rigoureusement séparant les garçons et les filles. Les garçons ont commencé à faire l'amour avec les veaux. Grand scandale. Scandale chez les Blancs. Quel comportement dégueulasse, infâme, immoral, etc. Scandale chez les Moaves. C'est cruel de pousser ces pauvres enfants à une telle extrémité qu'ils doivent se rabattre sur les veaux. Donc, chez ce peuple, d'abord, l'enfant est précieux, il trouve toujours quelqu'un à s'occuper de lui. Être enfant n'est pas un reproche. T'es peut-être trop jeune pour savoir. L'enfant sait exactement d'où viennent les bébés parce qu'on parle ouvertement de ces choses-là. De plus, il voit le coït de ses parents. Grand problème, pourquoi ce coït ne les bouleverse pas comme la scène primitive est censée bouleverser les gens à l'Occident? Moi, j'ai réfléchi là-dessus et je suis arrivé à la conclusion que j'ai d'ailleurs publiée, et une conclusion très simple. C'est une chose quand l'enfant observe des adultes qui, au fond, trouvent que ce qu'ils font est une cochonnerie, qui le font avec un sentiment de culpabilité, en cachette, et une toute autre chose quand on le fait, quand l'enfant observe ses parents faisant quelque chose dont ils sont fiers. Or, ils en sont fiers. Ce que les Mohaves disent, on peut toujours dire qui a fait l'amour la nuit avant parce que ses yeux, son porc est fier et ses yeux étincellent. Il y a des suicides. Et il est très curieux que les suicides d'amour que je connais sont presque entièrement des cas du XXe siècle. Et je crois que nous arrivons là à un problème très fondamental, c'est que les Mohaves ne croient pas au grand amour romanesque avec majuscule Roméo et Juliette. Quand je leur ai raconté l'histoire Roméo et Juliette, Tristan et Isolde, on m'a répondu, si quelqu'un se comportait comme ça par ici, se baladant dans la brousse ou dans le désert, faisant le fou, quelqu'un lui taperait sur la tête pour le revenir à ses sens. Le seul cas traditionnel de chagrin d'amour grave, c'est le cas où un homme perd un partenaire irremplaçable, parce qu'il arrive qu'un homme adulte
épouse une très très petite fille, assez jeune pour la porter sur le dos, et dès qu'elle devient à peu près pubère, a des relations sexuelles avec elle, est mariée. Et si une telle fille abandonne son mari beaucoup plus âgé, il sait que ses chances d'en trouver une autre aussi jolie, aussi jeune, aussi croustillante sont minimes, et alors il fait une dépression qui s'appelle le crève-cœur en mohave, Hivaïtchk. Et chose très curieuse, ça n'arrive jamais aux femmes. Parce qu'une femme âgée a de très bonnes chances de se remarier. Les jeunes femmes sont coureuses, elles sont mauvaises ménagères, elles sont très peu fidèles. Les Mohaves disent qu'on ne peut pas se fier aux filles parce qu'elles ne s'occupent même pas de leurs vieux parents. Un garçon, c'est mieux. Et alors il arrive qu'un homme divorce sa jeune et jolie femme, qui est mauvaise ménagère, qui court partout et le néglige, et épouse sa belle-mère. Ce qui est assez curieux parce qu'aux États-Unis, chez les Indiens d'Amérique, on trouve l'inverse. Un homme épouse une femme qui a une fille impubère, et quand la fille grandit suffisamment, il apprend pourquoi épouse de la mère. Ça, c'est assez commun. Mais l'inverse, d'épouser la belle-mère, c'est inusuel. Et puis, les Mohaves sont très fiers d'eux-mêmes. Ils se considèrent beaucoup supérieurs à qui que ce soit. Être un blanc, c'est à peu près au niveau d'un cochon. Et je crois que de toutes les distinctions que j'ai eues de ma vie, je suis pas aussi fier d'aucune d'elles que du fait que les Mohaves me considèrent un Mohave. Et le disent publiquement. Et parce que les Blancs ont le cœur dur, ils sont insensibles, ils ne pensent qu'à l'argent. Et quand le dieu mourant Matavili est mort, tous les peuples du monde sont assemblés pour sa crémation, tout le monde a pleuré sauf les Blancs qui n'ont pas de cœur, etc., etc. Les Hopis sont cruels envers les animaux, les Chemehuevis sont des sorciers puis ils ne sont pas très courageux. Mais les Mohaves, c'est la couronne de la création. Et dans un monde où tout le monde se méprise, et c'est le mépris des gens aujourd'hui pour eux-mêmes, c'est quelque chose d'effrayant. Mais évidemment, ça crée un caractère entier. Ils étaient très craints par tout le monde comme étant de guerriers très très courageux. Un vieux guerrier très célèbre qui a bu la gloire jusqu'à la lie et qui n'avait plus envie de vivre, allait s'égarer dans un territoire ennemi pour être tué. Et en général, il a dû parcourir 50 à 100 kilomètres avant d'être assez loin de chez lui pour que quelqu'un ose le tuer. Parce qu'ils avaient peur que les gens à la massue viendront. Les Mohaves étaient connus comme les gens à la massue et qu'on le tapait dessus s'il l'abîme. C'est très curieux, le rituel Mohave est pour ainsi dire inexistant, sauf les funérailles. La guérison, c'est très très simple. Le chaman vient, il consulte avec le patient. Il lui arrive de dire au patient, tu te trompes, tu n'es pas malade. Et il en est très fier quand il a raison. Ahmahumare, un chaman Mohave que je connaissais très bien, me racontait très fièrement qu'une femme d'une quarantaine d'années est venue le consulter disant mes règles se sont arrêtées, je crois que je souffre de la maladie des fantômes, Arfenyevedi, et je l'ai interrogée sur ses rêves, et puis je dis rien de sérieux, tu es enceinte. Et elle était enceinte. Et dans un livre sur les Mohaves,
qui a été écrit par le fils d'un homme qui était directeur de la réserve Mouave fin du siècle dernier, début de ce siècle, et qui a été publié par un homme qui a grandi parmi les Mouaves et qui écrit un petit roman tout à fait remarquable que j'aime beaucoup et qui est d'une précision ethnologique parfaite. Il raconte également le cas d'un type qui se croyait envoûté, qui vient paniquer chez le sorcier, qui se moque de lui, qui dit « Tu es fou, tu n'as absolument rien, va t'occuper de choses sérieuses. » Donc, il y a même la place pour le triomphe du diagnosticien qui reconnaît l'hypocondrie. La première chose qu'un chaman Mohave appelé au chevet d'un malade, même malade physique, demande « Qu'est-ce que vous avez rêvé ?» Et ils font état d'une compréhension du psychisme qui est très frappant. Les Sedang, pour eux, c'est une histoire de chantage divin. Un dieu a envie de manger un buffle ou de manger un cochon, il vous rend malade pour extorquer, comme prix de la guérison, un sacrifice. Et alors on performe des petites manipulations, on prend un poulet, on le découpe la gorge, on le fait tourner autour de la tête du malade pendant quelques instants, on marmonne des formules, et puis c'est tout. Pour vous montrer à quel point les Sedang ne sont pas psychologiquement orientés, la première question que se pose un Sedang quand il y a un suicide, qui peut-on mettre à l'amende comme étant responsable du suicide? Mais je n'ai jamais pu obtenir une explication causale mettant en relief la force des sentiments, des affects, pour expliquer un suicide, sauf dans un seul cas, et ce cas, c'est un conte. Et voici le conte, un homme qui pêchait dans une rivière a rencontré une nymphe des eaux, l'a épousée, a eu plusieurs enfants d'elle, et puis tout d'un coup ses enfants commençaient à disparaître. Et puis finalement sa femme aussi est disparue. Alors il est allé à l'endroit où il avait trouvé sa nymphe en première place, et puis il s'est noyé là pour rejoindre sa famille. Ça, c'est une explication quand même causale, mettant en jeu l'affectivité, faisant comprendre la tristesse. Mais les autres, c'est presque comme un compte-rendu de commissaire. Et non seulement commissaire de police, mais commissaire-priseur. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire? J'ai entendu un chaman Mohave me racontant à 8 années de distance le rêve d'un patient dans des mots presque identiques. Alors que ce qui se passe à l'intérieur du patient n'intéresse pas beaucoup les Sedang. Donc le chaman Sedang n'est certainement pas le chaman Mohave. Mais à propos de ces rêves, et là c'est très intéressant, à propos du rêve Mohave, vous avez montré que finalement ce rêve, il faisait appel à des techniques un petit peu mémotechniques, enfin, ou de raccourcissement. Il y a des grands raccourcis parce que lorsqu'il raconte le rêve, il se trouve que ce rêve est très long et très précis. Alors soit
ils l'ont rêvé en plusieurs fois, ils ont fait un collage, soit simplement c'est la table des matières. Là, je parle de rêves qui ont un rôle dans la fonction chamanique. C'est-à-dire le rêve qui vous autorise, qui est votre diplôme, qui est votre carte syndicale, votre numéro de sécurité sociale. Et je parle maintenant des rêves tout à fait ordinaires que peut avoir n'importe quelle personne. Ces rêves officiels, ces rêves indispensables pour l'exercice de la profession, qui vous donnent un pouvoir magique, sont certainement rigoureusement modelés sur le mythe. Et à ma grande surprise, Rohan, qui a travaillé chez les Yuma, qui sont tous comme les Mohaves, qui sont leurs proches voisins, qui parlent une langue tellement apparentée un Mohave peut parler à un Yuma sans interprète toute la journée, cite comme un rêve et qui interprète comme un rêve un fragment de mythe. Je crois que quand un chaman dit que j'ai été là à la création du monde quand Mastamho a guéri le premier cas de tuberculose, coup de sabot de cheval, la première blessure infligée par une balle. Il prend des éléments épars qui font allusion à un modèle de chapitre du mythe de création ayant trait à une guérison et la reconstruit à part de ces quelques données. Parce que n'oubliez pas, j'ai bien souligné en accentuant les mots, coup de sabot de cheval, les chevaux ont été introduits chez les Mohaves au XVIIIe siècle, première blessure de balle, les armes à feu, ils ne ont connu qu'assez tard. Et donc, le mythe de création Mohave est comme l'encyclopédie médico-chirurgicale où on peut remplacer ou ajouter des feuilles au fur et à mesure que l'expérience élargit. Parce que le principe fondamental reste que tout a été prévu et a eu lieu sous forme d'esquisse au moins à l'époque de la création. Tout, la bombe atomique, les avions, le sous-marin, tout. Seulement, personne n'en a rêvé. Mais le jour que paraissent les chevaux ou les fusils, il y a quelqu'un qui rêve comment il était présent et voyait un dieu guérir un homme blessé par une balle. Et comment alors expliquez-vous dans cette société l'importance culturelle des rêves? Ben ça c'est le thème principal. Et alors, avec ça, il y a une énorme mythologie. Et une belle mythologie. Pas aussi belle que celle des Grecs, mais enfin, quand même intéressante. Et parfois psychologiquement très intéressante. C'est-à-dire, le centre de la vie est le subjectif vécu. Et je crois que c'est parce que le Mohave sait où il est centré qu'il s'accorde si bien avec les autres et qu'il est capable de respecter la personnalité des autres.
suis convaincu que le grand amour a fourni autant de lumière que la grande haine. Je n'ai pas aimé les Sedang et j'ai beaucoup appris en essayant de ne pas être comme eux. Tout comme j'ai beaucoup appris en essayant d'être comme les Mohaves. Et je crois que je comprends bien les Sedang, peut-être je comprends leur inconscient ou leur préconscient un peu moins bien. Même à une époque où je n'étais pas du tout psychanalysé, je comprenais un rêve Mohave très facilement, alors que maintenant que je suis psychanalyste diplômé, encore que je n'exerce plus depuis pas mal de temps, il me faut un effort conscient pour saisir le sens d'un rêve Sedang. Je crois, je le raconte dans ce livre, que je peux me mêler dans une conversation badine entre les Mohaves sans y introduire des éléments qui créent une perturbation et qui arrêtent la conversation, alors que j'ai une fois essayé d'intervenir dans une conversation badine entre deux Sedang et je croyais que j'étais sur la même longueur d'onde. Je ne l'étais pas du tout, ça s'est arrêté instantanément. Et là, c'est très difficile de dire où sont les limites de la compréhension. On peut comprendre par identification, on peut comprendre par projection. Une des choses avec la sexualité qui est difficile à comprendre, parce qu'il faut être bien intégré, c'est l'humour. Est-ce que vous parlez de l'humour Mohave? Je crois que j'ai mentionné cette intervention dans une taquinerie Sedang et que j'étais arrêté sec. Et avec les Mohaves, je peux blaguer. On entasse obscénité sur obscénité, on pouffe de rire, c'est à qui sortiraient les plus grandes énormités. Et alors là, on est sur la même longueur d'onde. Et pour les Mohaves, l'humour constitue une partie très importante de la sexualité. Est-ce que dans les fêtes, dans les grands rassemblements, comme dans certaines autres tribus américaines, il y a le fou, le rôle du clown, le rôle du... Non, ils n'avaient pas de fou rituel. Mais ils sont assez rigolos eux-mêmes pour se jouer des tours. Est-ce qu'ils se donnent des surnoms? Écoutez, un Mohave peut avoir 3-4 noms au cours de sa vie. Très souvent, le nom est un nom humoristique et un nom qui condamne très souvent quelque chose dont il désapprouve. Par exemple, il y avait un monsieur qui s'appelait Bouche de Whisky, qui désapprouvait du fait que les Mohaves se sont mis à boire trop. Il y a un autre qui trouvait que les gens mariaient des cousines, ce qui est contre la loi. Alors il s'est donné comme nom, fait l'amour avec des parentes. Les Mohaves et les Yuma aussi ont la conviction que les organes sexuels deviennent plus sombres à la suite de l'usage qu'on en fait. Et un Indien Yuma s'est donné comme nom vagin de charbon de bois. Sur quoi mon interprète, qui était très fâché, s'est donné à elle-même immédiatement le nom de testicule de charbon de bois. Et je lui demande, mais pourquoi tu t'appelles pas tout franchement verge de charbon de bois? Ça s'arrête d'aller un peu trop loin. Vous voyez la délicatesse, quand même. Et alors, ils inventent des noms absolument à coucher dehors. Il y a un type qui s'appelait Anus d'éléphant, Elephantiway. Enfin, des noms absolument impossibles. Et c'est le vrai nom.
Parce que les hommes n'ont pas de vrai nom qui leur est donné à la naissance. Alors que par contre, toutes les femmes d'une même famille ont le même nom mais ne transmettent pas. Bon, il y a le clan Tchatch, toutes les femmes du clan s'appellent Tchatch, et pour savoir quel Tchatch, on dit la vieille Tchatch, Tchatch la folle, Tchatch qui fait cela, Tchatch qui est marié avec un tel, parce qu'il n'y a pas autre moyen de distinguer. Mais leurs enfants porteront le nom appartiendront au clan du mari et auront à l'appartenance, mais ne pourront pas, le transmettront, mais n'auront pas le nom. Et c'est un nom qui est public. Le nom de clan est public, oui. Et alors on peut changer d'un nom d'un jour à l'autre, et finalement la réserve n'en pouvant plus, elle leur a donné tous des noms en anglais. Et maintenant les Mohaves emploient de plus en plus le nom anglais, parce que c'est trop compliqué de se souvenir d'un type qui s'appelle, je ne sais pas comment, et qui demain ça s'appellera autre chose, et qui il y a 4 ans encore s'appelait encore autre chose. Par exemple, celui qui dans mes livres figure sous le nom de Hifsutupoma, c'est-à-dire brûlé cru, s'appelait autrefois Chivi. Je ne sais pas ce que ça signifie. C'est censé, les deux noms sont censés être allusion au totem de son clan qui est le maïs. Donc il y a aussi des noms respectables, mais il y en a énormément qui ne le sont pas. Mais écoutez, nous venons d'une civilisation où, quand on reçoit une invite sexuelle, la première réaction est « Pourquoi le ferais-je » Les Mohaves, les Polynésiens appartiennent à une culture où, quand on reçoit une telle invitation, la première réaction « Pourquoi pas » Et ici, il s'agit de deux mondes. Et quand un membre d'une civilisation pourquoi oui et une civilisation pourquoi pas vont ensemble au lit, il y a énormément de différences d'opinion à aplanir et de façon de s'articuler l'un avec l'autre. Je crois que toutes ces choses sont essentiellement basées sur une sous-estimation de l'importance de l'intensité, de la beauté, de la relation sexuelle. C'est après tout la seule pulsion qui, pour sa pleine satisfaction, a besoin d'une personne autre, et de plus, la seule qui a besoin, dont il a besoin d'une personne autrement faite. C'est comme il y a 3 ou 4 formes de termites, dont seulement 2 sont sexuellement reproducteurs. Et ensuite, là, la spécialisation physique porte sur aussi d'autres choses. Chez l'être humain, ça porte uniquement sur la sexualité. Il y a quelque chose qui m'étonne dans le travail de l'ethnopsychiatre, des ethnologues en général, c'est que si l'on voit des psychiatres qui sont commis comme experts dans les tribunaux, par exemple, on ne voit jamais d'ethnologues qui viennent dans les tribunaux pour expliquer, pour défendre, disons, les gens qui seraient accusés, qui seraient, imaginons, il y en a quelques-uns en France, il y a des gens qui viennent des Antilles, qui ont des coutumes propres, qui peuvent avoir quelques excuses culturelles
où l'ethnologue pourrait agir, enfin, pourrait défendre. Pourquoi les ethnologues ne sont pas tentés par cet engagement? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y aurait là quelque chose à faire? Mais j'ai fait. Si vous regardez le premier chapitre d'essai d'ethnopsychiatrie, quand je parle de ces deux Indiens qui ont été condamnés à mort et que j'ai réussi à tirer par les orteils de la chaise électrique. Et malheureusement, ça ne marche pas toujours. Il y avait un meurtre de sorcier qui a provoqué le couple qui l'a tué. Il allait leur dire, vous ne savez pas que j'ai ensorcelé votre père, votre mère et votre frère, votre sœur. Est-ce que vous attendez que... prochainement, je vais vous ensorceler, vous. Alors, ils ont pris une hache et l'ont tué. Et on a beau essayer d'appeler des ethnologues et des Indiens pour dire que pour eux, c'était une menace très réelle. Le type a écopé de 30 ans de Saint-Quentin. Je crois qu'il y a énormément de choses à faire, mais d'abord, il faut que l'ethnologue qui fait l'expert auprès des tribunaux puisse en même temps parler en expert psychiatrique et surtout ne pas se laisser emporter par son rôle d'ethnologue. Je sais que par exemple énormément d'ethnologues américains, y compris un qui est mon meilleur ami ethnologue en Amérique et un de mes plus vieux amis et que j'admire énormément, mais avec qui sur ce point j'ai un désaccord total, qui a poussé et a réussi à faire passer une loi comme quoi le peyote, le cactus peyote, hallucinogène, étant un sacrement de la religion indienne, était protégé par la Constitution qui garantit la liberté des religions, dont l'Indien a le droit de s'empiffrer avec ce cactus. Je ne suis pas d'accord. Et je crois que cette espèce de neutralité morale devant la coutume que manifestent beaucoup trop d'ethnologues, je n'approuve pas. Parce que le cannibalisme est une coutume, parce que le poteau de torture était une coutume, parce que l'infanticide est une coutume, mais ça ne m'oblige pas de l'approuver. Je refuse foncièrement la notion que la voix du peuple est la voix de Dieu. Le vox populi, vox dei, ça ne me convient pas. Je crois qu'il y a du bien, je crois qu'il y a du mal, mais il nous appartient de faire la distinction selon nos propres lumières. Oui, mais les ethnologues, ceux dont vous parlez, ce qu'ils voient de bien, c'est la diversité. Ce qu'ils défendent d'abord, c'est la diversité. C'est le fait qu'il y ait des cannibales et des non-cannibales. Oui, mais je crois que c'est une diversité qui n'est pas créatrice. Je peux me promener le visage barbouillé de mauve et je ne crois pas que ça me fera meilleur citoyen, meilleur ethnologue, meilleur psychanalyste ou meilleur poète. Et je crois que la diversité elle-même n'est précieuse que pour autant qu'elle est créatrice. J'ai appris récemment qu'un ethnologue qui travaille à Lyon et qui a étudié un mouvement messianique en Afrique a fait une thèse et que cette thèse est devenue un livre sacré. J'ai raconté cette histoire à Marshall Salins et qui m'a dit qu'il avait vu dans les régions qu'il étudie, je crois que c'est les Fidji, des Fidjiens qui essayaient de retrouver les coutumes, qui essayaient de faire des mariages traditionnels en lisant les œuvres de Descartes. C'est-à-dire qu'on a le sentiment... Ça ne me surprend pas du tout, parce que l'ethnologie, finalement, va servir à quelque chose. Est-ce que vous avez été sensible à ce genre de mouvement? La vieille Tchatch, la petite fille du dernier chef indépendant Mohave, quand je lui ai demandé de me raconter son autobiographie,
Elle ne l'a pas fait en réalité, mais parce que c'est garé constamment à une discussion des rapports entre les Américains et les Mohaves, mais elle m'a toujours expliqué qu'elle me servait d'interlocutrice, d'informatrice, parce que les jeunes cessent de s'intéresser à coutumes et qu'il faut que ce soit noté quelque part pour qu'ils puissent les retrouver. Et pour cette histoire de consulter le livre de Hockart, Gifford, qui était professeur à Californie, m'a raconté lui-même l'histoire suivante. Il va un jour chez les Yurok pour faire une recherche supplémentaire et finalement il leur pose une question et le type dit « Tiens, attends un moment ». Il va dans la maison, il sort le Handbook of the Indians of California de Kroeber et trouve la page, il dit « C'est comme ça ». Évidemment, ces Indiens ont été étudiés, réétudiés, puisque tout le monde est un informateur diplômé. Mais je crois que beaucoup de peuples vont retrouver leur passé dans les livres d'ethnologie. Et j'espère toutefois que ça n'incitera pas les Iroquois à remettre les gens au poteau de torture. Oui, c'est curieux quand même ce mouvement de retour. Il y a aussi un mouvement de retour des ethnologues en France. On voit maintenant beaucoup de gens qui ont travaillé en Afrique, qui ont travaillé ailleurs, retrouver des régions françaises, se remettent à appliquer à certaines coutumes, à des îlots de tradition, les techniques qu'ils ont apprises finalement ailleurs. Je crois que c'est très bon, c'est très juste. Il est aussi vrai que c'est moins cher que d'aller jusqu'en Afrique. Et il y a de plus le fait que beaucoup de tribus ne veulent plus d'ethnologues. Il y a beaucoup de tribus américaines, c'est devenu un problème très réel. La majorité des tribus américaines, ils en ont marre. Ils ne laissent plus les ethnologues venir chez eux. Quand mon interprète, que j'avais invité, même pas pour cette fin-là, je l'avais invité parce que je ne l'avais pas vu depuis 17 ans quand j'étais au congrès d'anthropologie au Mexique en 1974. Quand elle a dit devant 1000 personnes, parce qu'on lui a demandé de me présenter, et a dit qu'il était un des nôtres, c'était la sensation de la journée parce que partout les ethnologues discutaient qu'est-ce qu'on va faire, on ne veut plus de nous. Et est-ce que vous devinez pourquoi les Indiens ne veulent plus d'eux? Parce qu'on les a traités d'objets, de livres, de documents, de tout sauf des êtres humains. Vine Deloria, qui est ce Sioux, dont vous avez lu les livres sans doute, disait qu'il préférait mourir sur un champ de bataille que dans une bibliothèque. Il n'a pas encore vu un champ de bataille, je crois, avec Vine Deloria. Et Ella Deloria, sa grand-tante, sa grand-mère, avait écrit des choses ethnologiques très valables sur les Sioux. C'est une femme très compétente et très bien. D'ailleurs, un Indien américain formé en ethnologue, qui a écrit pas mal sur les Indiens d'Amérique, a été ensuite envoyé aux Philippines pour faire du terrain et a été tué par les indigènes. Alors moi, je voudrais donner une explication. J'ai un peu réfléchi à cette histoire du rejet de l'ethnologue. Et j'en ai trouvé une qui vaut ce qu'elle vaut. Une fois, dans la conversation, il ne l'a jamais écrit, Alfred Métro a dit, un peu cyniquement, mais c'était une conversation entre professionnels, qu'on comprenait bien qu'une société qui commençait à pourrir. C'est-à-dire que ces sociétés traditionnelles, quand elles étaient encore vertes, disons, étaient étanches à la communication. Mais quand elles commencent à pourrir, alors à ce moment-là, il y a des choses qui passent, il y a des langues qui se délient, il y a une communication qui se fait. Et alors finalement, j'ai pensé que pour les Indiens, et c'est vrai des Indiens d'Amérique du Sud, l'arrivée de l'ethnologue, c'est comme l'arrivée du charançon dans un bois pourri. C'est-à-dire que pour eux, c'est un signe de mort. Et
très curieusement, les ethnologues qui commencent à travailler en France éprouvent le même rejet. Par exemple, il y a un jeune ethnologue qui s'appelle Jean Jamin, qui a été travaillé dans les Ardennes, sur le piégeage des grives. D'abord, les gens l'ont rejeté en disant « nous, on n'est pas des sauvages ». Et puis, ils ont laissé entendre que si on commençait à les étudier, ça voulait dire qu'ils allaient bientôt être du folklore, c'est-à-dire une tradition fossile. Ils allaient être bientôt morts. C'est un oiseau de malheur, si vous voulez. C'est le sentiment que l'arrivée de l'ethnologue veut dire que c'est la fin d'une époque pour eux. C'est possible, mais je crois que c'est beaucoup plus l'attitude inhumaine de l'observateur envers l'observé. Je cite dans ce livre, vous avez là, le cas d'un patient qui me disait littéralement que sa partenaire lui reprochait de manier son corps comme si c'était une carcasse de bœuf. Et un autre à qui moi j'ai donné l'interprétation qu'il traitait le corps de sa maîtresse comme un appareil très compliqué et il s'agissait de découvrir quel bouton tourner, quel levier presser, quel bouton presser et dans quel ordre et pour quelle durée pour que se déclenche un orgasme. Un orgasme s'est déclenché, il a reçu son permis de conduire, il sait comment manier l'objet. Mais ce ne sont pas des gens, ce sont des choses qu'on traite ainsi. Et je crois que ce qui manque, c'est l'amour du prochain chez l'ethnologue. Trop souvent. Je me souviens d'une remarque dans une lettre dans un article de Hallowell, qui était un très bon ethnologue et un des rares ethnologues qui se connaissait en psychologie, qui disait ironiquement quelque part que malheureusement les ethnologues, les gens, ça ne les intéresse pas beaucoup. Très longtemps, n'est-ce pas, l'Indien était un porteur de coutumes. L'individu n'existait pas, c'est la tribu. Les Crows font ceci, les Blackfoot font cela. Qu'un Blackfoot numéro 4 le fait tout autre chose, ça compte pas. C'est une espèce de mise en moule, mise en forme, papier quadrillé de vie. Chez vous, il y a du musicien, il y a du physicien, de l'ethnologue, du psychanalyste. Maintenant, vous êtes plutôt helléniste. Est-ce que, finalement, l'ethnopsychiatrie n'utilise pas cette dispersion? Je suis venu au grec, au fond, non pas de l'ethnologie, mais de la psychanalyse. Une dame que j'ai connue, qui était très intéressée dans la psychanalyse et qui connaissait beaucoup de choses grecques, a attiré mon attention sur un livre qui, alors, lui, a joué un rôle énorme dans ma vie. C'est Les Grecs et l'irrationnel de Dodds. Et j'ai lu ce livre dans l'année même de sa parution et j'en étais aux anges. C'est un livre merveilleux. Et ça m'a remué de fond en comble, et puis je commençais à m'occuper de mythologie grecque. Et j'ai écrit à l'époque un article qui s'appelle Pourquoi Oedipe a tué Laïus, qui était un bon article, mais avait un grand défaut, c'est qu'il était mal documenté. Je ne savais pas le métier de philologue. Dodds lui-même a dit plus tard qu'il était d'accord avec toutes les conclusions de l'article, mais que la documentation était abominable. Et je suis d'accord.
C'est un premier vol d'essai. Ensuite, j'ai fait une ou deux autres choses. Et entre-temps, j'ai pris contact avec Dodds, qui avait d'ailleurs un intérêt particulier. Il s'intéressait à la parapsychologie. Et comme j'ai publié un livre dans lequel j'ai recueilli tout ce que les psychanalystes ont écrit sur la parapsychologie, sur des expériences cliniques, ça m'a bien servi auprès de lui comme ambassadeur. Moi, je ne crois pas à la parapsychologie pour dessous. En tout cas, Dodds m'a dit à ce moment-là, quand j'ai envoyé ce tiré à part, qu'il aimait les conclusions, était d'accord, que la documentation était mauvaise, que évidemment j'étais trop vieux pour devenir helléniste, mais que je pourrais quand même apprendre à consulter les bons livres de petits manuels de mythologie de poche. Or, quand on dit en Hongrois qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire, il se met à le faire. Et immédiatement, je commençais à étudier l'alphabet grec. 1 an et demi après que j'ai appris l'alphabet grec, j'ai eu un article dans la meilleure revue de philologie grecque du monde, offrant la solution d'un problème précisément à propos de ces ânes sauvages qui occupaient déjà, il y a 2300 ans, les philologues d'Alexandrie. Et d'autres en étaient très contents. Puis alors, je me suis dit, la façon d'apprendre, c'est de faire. Alors j'ai fait des articles où je pouvais utiliser des connaissances non philologiques pour résoudre des problèmes grecs. Il y avait une série de papiers d'articles sur les chevaux dans la poésie grecque. Ensuite, je continue à lire le grec, et puis ça m'a appris. C'est comme une drogue. On ne peut pas s'en défaire une fois que ça vous a pris par le cou. Vous êtes perdu. J'ai acheté tous ces livres que vous lisez là. J'ai fait quand même 2 bouquins déjà sur les Grecs. Et c'est une source inépuisable de plaisir. Ces gens-là ont atteint un degré de beauté qui est inimaginable. Bon Dieu, la poésie comme Échille, c'est pas possible. C'est-à-dire que là, chaque mot est une gerbe de sens. Oui. C'est dans le fond quelque chose d'hyper classique. Oui. Vous écrivez aussi des poèmes. Je n'ai jamais cessé de les écrire depuis que j'ai 11 ans. Il y avait des périodes où j'en écrivais beaucoup, il y en avait des périodes où j'en écris très peu. Mais j'écris. Et quel genre de poème? Toujours poème d'amour. Il n'y en a pas d'autres poèmes. Notre jeunesse ne sera immortelle que dans nos souvenirs. Et cette science de l'avenir qu'est le passé te mènera peut-être au-delà de mes bras vides. Mais le temps les remplira d'illusions. Et lorsque le soir se fera dans ce corps impatient, qui ne pourra plus s'élancer avec les chiens et les chevaux, et lorsque mes doigts seront trop raides pour toucher le clavier, il n'y aura plus de différence entre Diane et son souvenir. Et penché vers cette source, je boirai l'inépuisable sève de ma jeunesse. Je revivrai les cavalcades selon le rythme martial du souvenir. Mon étalon mort arquera de nouveau sa nuque de cygne, et mon chien dansera comme jadis. Image d'or, dissoute dans un miroir d'argent. Et je retrouverai une poésie plus triste peut-être, mais aussi forte que celle qui jaillit autrefois de moi. Et il n'y aura plus d'autre science que cette connaissance du passé et l'immortel goût de l'avenir. Et j'ai rêvé que je serais moins triste que maintenant, où tout ceci est encore à perdre. Que mes yeux seront trop attentifs à scruter le passé pour pleurer. Ce paysage ne sera peut-être plus. La source sera tarie. Nos chiens et nos chevaux dormiront du même immortel sommeil dont nous dormirons un jour à leur côté. Nous n'affronterons plus le vent,
nous n'écouterons plus la joyeuse détresse du corps. Tu ne seras plus divine, mais tu seras encore Diane. Et je me demanderai encore si nous nous sommes aimés. Je suis en train de finir un tas de choses. Mes tiroirs étaient pleins de choses non finies. 8 tiroirs comme ça, de choses non finies. Et puis des choses nouvelles qui insistent. Là, il y a un livre sur lequel, si j'ai une semaine, je peux le compléter. Ça s'appelle Femmes et mythes, c'est sur les héroïnes et les déesses grecques. Là, au milieu il y a une boîte où il y a un livre sur Baobo, qui est le sexe personnifié dans la Grèce ancienne. À côté, lui est prêt pour un chapitre. À côté, il y a, près de la fenêtre là, c'est un livre sur le roi fou de Sparte, Cléoménès. La boîte que vous voyez là sur le haut-parleur, il est plein d'articles qui sont tout prêts à être expédiés. Il y en a une quarantaine. C'est ce que je fais. J'écris.